est à quelques jours du Grand Prix d'Arabie Saoudite, l'occasion de se remémorer des bons souvenirs, l'occasion d'un petit instant de nostalgie, l'occasion de parler en vrai des années 90, les années Formule 1, celles qui nous ont permis de découvrir ce sport absolument fantastique. Vous allez voir deux sujets dans cette vidéo, mais déjà on va dire bonjour à notre parterre de stars, à monsieur Hamza Ramani et monsieur Brice Germain. Comment ça va les gars ? Ça va. Bien ? Ouais. Prêt à retourner dans les grandes années de la Formule 1 ? Autant qu'on parle moteur qui pue et qui font du bruit, ça me va. Ça fait toujours plaisir. Je le disais, deux parties dans cette émission. La première, on va évoquer ce qui a été un serpent de mer ces dernières semaines, le possible retour du moteur V10, un peu différent de celui des années 90 forcément, mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui en Formule 1, même si elle a été tranchée du côté de Sakir. Elle risque de revenir sur la table très rapidement. Et puis dans une deuxième partie, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Eddie Jordan nous a quittés il y a quelques semaines. Et on voulait vous transmettre une part justement de l'histoire de la Formule 1, de l'histoire récente de la Formule 1. Et Jean-Luc Roy va évoquer ses souvenirs avec Eddie Jordan et cette épopée extraordinaire qui a commencé au début des années 90 et qui s'est terminée courant 2000. On commence tout de suite justement sur ce premier débat, mais juste avant, petite page de publicité, honneur à notre commanditaire Winamax qui nous suit depuis le début. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. On joue pour jouer et pas pour gagner de l'argent, sinon on va travailler. Faut jamais l'oublier, les amis, c'est très important. Les gars, le premier débat, vers un retour du V10 en Formule 1. C'est la question que tout le monde s'est posée ces dernières semaines. Il y a même certains directeurs ou certains patrons de grands motoristes qui ont poussé, on va dire, dans ce sens. Et on va essayer de comprendre pourquoi avec ce tableau. On se rappelle que notamment l'an dernier, Stefano Domenicali avait lâché une bombe en disant que l'hybridation était peut-être en fin d'air et que à l'orée 2030, il y aurait la possibilité de revenir à un V10 qui marcherait avec des carburants à 100% bio. Ça avait fait l'effet d'une bombe et on s'était posé la question de la part du lobbying justement de certains motoristes, parce qu'on rappelle très rapidement, parce qu'il s'agit d'actualité aujourd'hui, qu'à partir de 2030, on devrait abandonner le thermique du fait notamment de notifications, de réformes voulues notamment par l'Europe, et que certains motoristes commencent à se pencher sur la question des biocarburants pour pouvoir justement revenir sur du full thermique qui soit un peu plus respectueux de l'environnement. À côté de ça, on a une révolution moteur de 2026 qui est très contestée. On partira sur une hybridation un peu plus importante, 50-50, 50% thermique, 50% électrique, plus d'électrification pour satisfaire les motoristes. C'était la raison qui a réuni en tout cas tous ces motoristes autour des accords Concorde 2026. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Mohamed bin Sulayem, notamment, qui a été très tensé pendant les F1 75, la présentation, bien sûr, du côté de Londres, commence à s'intéresser justement à cette promesse du V10, peut-être pour gagner en popularité. C'est lui qui a provoqué la réunion qui a eu lieu du côté de Sakir, qui a d'ailleurs un petit peu enterré ce projet, ou en tout cas qui l'a repoussé pour confirmer un statu quo chez les motoristes et donc que cette révolution 2026 aura bien lieu. Mais il y a aussi un élément de contexte important, la crise du marché automobile au plus bas ces dernières semaines et l'émergence, on l'a dit, du biocarburant comme solution de repli à l'électrification bien sûr du parc automobile à venir. Les gars, ce retour du moteur V10, après tout ce qu'on a pu dire, après tout ce qui s'est passé ce week-end, on a l'impression que le projet est enterré dans un premier temps, on a l'impression que ce serpent de mer va vite revenir quand même. Oh, c'est une piñata. Elle est là pour donner la carotte. Elle est là pour, je pense, un peu maintenir l'effet de popularité. Mais en même temps, il y a un paradoxe qui fait que aujourd'hui, l'intérêt des fans et l'intérêt des acteurs ne convergent pas. Si aujourd'hui, on a tant de marques grand public qui s'intéressent à la Formule 1, c'est parce qu'ils peuvent mettre en avant, ils peuvent en tout cas avec les réglementations actuelles et à venir dans ce qui est prévu,
mettre en avant leur communication vers on va dire de la circulation, un marché plus vert. Mais on est bien d'accord que c'est majoritairement de la communication. Si Audi se pointe, on sait très bien qu'ils sont encore en train de payer les pots cassés du plus gros scandale de l'histoire de l'automobile, à savoir le Dieselgate de Volkswagen. Et qu'arriver avec une technologie hybride qui fonctionne, voilà, c'est un besoin de montrer ça. En sachant qu'ils sont quand même... Enfin, toutes les marques sont quand même assez en retard sur ce sujet. Donc, montrer qu'on sait faire ça, montrer qu'on sait performer avec ça et montrer qu'on va dans cette direction-là, c'est important. Et aujourd'hui, l'argent des constructeurs est mis là-dedans, vu les normes européennes qui sont mises en place dans la vente grand public. C'est ce qu'on cherche. Maintenant, au vu de la situation sportive de la Formule 1, au vu de certaines phases, notamment avec le Dirty Air, tout ça, on essaye de mettre, de l'autre côté, des carottes au public pour retrouver une émotion, une âme, parce que il y en a eu des courses chiantes dans les années 90, oui, et sincèrement, peut-être même plus que maintenant, parce que les 30 secondes d'avance, c'était quand même assez régulier dans le passé. Mais on le vit moins bien, parce que tout est à l'économie, désormais. Alors qu'avant, s'il y avait 30 secondes d'avance, c'était un matériel, entre guillemets, utilisé à son plein potentiel. Enfin, c'est fini, les époques Michael Schumacher, Manicourt à 4 arrêts, tu vois. Donc, je pense qu'on essaie de rajouter quelque chose, mais que c'est un intérêt totalement divergent vis-à-vis des motoristes, et que les motoristes, c'est quand même eux qui font... Enfin, les motoristes. Les marques, les constructeurs, les constructeurs, c'est quand même eux qui font le sport, avant toute chose. Clairement. Mais le public le fait aussi. Donc il faut essayer de trouver effectivement un intérêt convergent. Le mix des deux est nécessaire. Sans oublier aussi que tu as des motoristes qui sont arrivés très récemment, qui vont arriver aussi parce qu'on leur a promis une réglementation qui irait dans leurs intérêts. Ouais. Donc, changer le cap pour 2026... Il y avait ce rêve, ce doux rêve du spectateur, moi le premier, t'imagines. Mais sincèrement, si tu réalises que la Formule 1 est avant tout un business, et si tu penses business, évidemment que ça allait offrir une sorte de divergence entre ceux qui potentiellement peuvent être pour et ceux qui sont catégoriquement contre. Lorsque tu entends Julien Febvre, je suis pas surpris d'entendre ceux qui sont contre. Ce sont les nouveaux, récents ou futurs. Parce que aussi, ça coûte cher. Tu vois, ça veut dire que tu vas dépenser des millions et des millions et des centaines de millions d'euros pour un projet qui va finalement durer que quelques années. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je ne suis même plus sûr de voir une potentielle arrivée du V10. Alors, Julien Febvre écartait même 2028, il ne disait pas avant 2029. Mais finalement, même pour 2029... Ça veut dire que le moteur ne durerait que 3 ans. Ouais, quand tu connais les coûts engagés, on rappelle c'est 1 milliard le développement du moteur hybride. Sachant que dans l'automobile, un moteur, généralement, c'est utilisé une bonne quinzaine d'années. Il va vingtaine d'années. Il va falloir être extrêmement convaincant, peut-être pressant, de la part, peut-être oppressant, peut-être de la part de la FIA, ils en sont capables manifestement, pour faire accepter un potentiel V10 qui arrivera plus tard, ou un passage en force. Mais après, un V10, ça coûte moins cher à faire qu'un moteur hybride. Mais il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Ça veut dire que si ce n'est qu'un aspect purement financier, effectivement, quel intérêt pour même ces nouveaux constructeurs de ne pas dire oui au V10 dès 2026 ? Ça coûte moins cher, c'est moins complexe à développer. Mais c'est une histoire d'image. Donc, si tu dis l'histoire d'image me pousse aujourd'hui à refuser le V10, ça veut dire qu'entre 2026, ou avant 2025 et on va dire 2028, tu vas mettre des millions et des centaines de millions. Quel intérêt ensuite pour développer un nouveau moteur qui, même s'il coûte moins cher, ne correspond pas à la philosophie pour laquelle tu t'es engagé en Formule 1. Puis en plus, il y a une hypocrisie, c'est que... là où on voit que c'est quand même quasiment qu'une question d'image, c'est que aujourd'hui, quel moteur développé en Formule 1 s'est retrouvé sur la route à part pour la Project One de chez Mercedes ? Et la Project One... actuellement, ce V6 hybride, et c'est pour ça qu'Honda voulait partir d'ailleurs, c'est qu'il a aucun sens ce V6 hybride à 2 batteries. Il a qu'un sens d'image. Et la preuve, c'est que la Project One,
c'est pas une voiture de monsieur tout le monde. C'est une voiture qui coûte un bras ah bah oui, t'as le RS dedans. Enfin, c'est le même moteur, mais ça c'est pas la même carto. Alors, rien que ça, limite c'était pour faire un coup de com en soi, la Project One. Mais enfin, c'est pas une voiture que tu retrouves. Enfin, t'en as déjà vu une toi? Non. Voilà. Enfin, en vidéo quoi, mais. Encore une fois, on en parlait hier. J'ai plus vu d'Aston Martin Signet. J'ai plus vu d'Aston Martin Signet, ce qui est déjà une voiture bien rare quand même. Complètement. Et c'est normal vu son prix et ses qualités. Perso, je vois plus de Peugeot 208. Chacun son monde, les Non gars. mais je te jure, des Signet, il y en a partout à Paris. Mais dans certains quartiers qu'on fréquente le samedi et le dimanche, Non, mais il y en avait même à. J'en voyais même une à Saint-Lazare, moi. Souvent. Les gars, Toyota IQ badgé Aston Martin, c'est quand même fort. vous parliez des divergences justement. Il y a quand même des divergences chez les différents constructeurs. Vous avez évoqué le cas de Audi qui rentre en Formule 1 justement du fait de cette nouvelle architecture du moteur et de l'hybridation poussée à son paroxysme. On rappellera aussi qu'un constructeur comme Renault a une cellule de veille aujourd'hui sur Viry qui prépare la possible retour d'un V10 alimenté justement par des biocarburants. Donc c'est là aussi où on voit que le marché a une transition, le marché automobile est dans une transition où avec le lobby aussi des pétroliers, certains se posent la question, certains sont partis sur l'hybridation totale, voire l'électrification, d'autres se disent on peut peut-être garder le thermique et justement s'appuyer sur les biocarburants, qui sont déjà d'ailleurs en WEC, à 100% les biocarburants. Et sachant qu'en plus... Ça, je crois que c'est pas remis en question de toute façon. Non, ça sera... Le le thermique sera alimenté par du 100% biocarburant dès l'année prochaine. Mais parce que on se rend aussi compte de l'impact carbone de l'électrique à la fabrication, et que remplacer un parc entier de voitures par de l'électrique, en soi, c'est pas forcément la meilleure des solutions, et que en fait, il y a peut-être des solutions thermiques qui sont moins polluantes au global. Je parle quand tu prends l'impact global de création et de vie. Donc effectivement, il y a peut-être une volte-face, mais que c'était quand même la poule aux œufs d'or de faire la course à l'électrique en termes d'image à un moment donné. Donc ce revirement, il est compréhensible, mais la F1, encore une fois, a un fragile équilibre entre audience et marque. Les marques ont besoin de l'audience, et sans marque, l'audience n'a rien à regarder, et que la F1 est cotée en bourse, et qu'elle est obligée d'avoir des effets d'annonce, sans pour autant, en fait, voir tous ces investisseurs, qui sont les marques, partir. Elle a besoin d'avoir cette carotte-là. Donc, est-ce que ça va être un serpent de mer ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même la première fois que c'est réellement sur la table. Et que peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un rationnel qui va arriver. On le rappelle, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois que l'impact carbone des monoplaces, en tout cas la consommation des monoplaces sur l'ensemble d'un Grand Prix, il me semble que c'est moins de 1% par rapport à ce que génère un Grand Prix en termes d'impact carbone. L'événement. L'événement lui-même. Je crois que c'était 0,3. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'était ce chiffre-là. Donc, on se rend bien compte qu'il faut peut-être différencier sport automobile de automobile. Et il faut différencier sport automobile de l'image. Le sport automobile est un sport. C'est un bon décès aussi pour ces constructeurs. Il y a l'image et il y a le côté recherche et développement. Et si Domenicali arrive... C'est pas les mêmes moteurs qu'ils mettent dedans. Ouais, mais si Domenicali arrive l'année dernière et dit l'hybride n'est peut-être pas la solution in fine et peut-être qu'il faut qu'on rebascule, qu'on se pose la question de quitter l'hybride pour revenir à du thermique 100% bio et pourquoi pas remettre en place un V8 ou un V10. Si Domenicali dit ça, c'est que je pense qu'il sait qu'il y a un intérêt à tout ça au niveau du marché des constructeurs. C'est pas l'intérêt de Stefano Domenicali, c'est l'intérêt des constructeurs qu'il essaye de charmer et de faire venir en Formule 1. Mais en attendant, t'as vu la réponse des constructeurs. Ah oui, clairement. Bah justement, on va y passer. Déjà, la réponse des pilotes, les gars, parce qu'il y a eu des prises de position des pilotes qui ont été assez intéressantes, qui vont pas forcément dans le sens justement des écuries qui les emploient. On a Carlos Sainz et Charles Leclerc, quand on parlait en conférence de presse, c'était jeudi. Carlos Sainz qui dit « Je ne serais pas trop favorable au retour d'un moteur V10 si j'aimais ce que je voyais concernant 2026. Mais comme je n'aime pas vraiment ce que je vois concernant 2026, au niveau de ce que la voiture va faire, du moteur, de la façon dont tout va fonctionner, je dirais que oui, j'aimerais le retour le plus tôt possible d'un moteur V10 avec quelques modifications. » Charles Leclerc lui a aussi également emboîté le pas en disant « Je peux assurément vous dire ce que je pense. Je pense que les V10 seraient géniaux. Ce que j'ai vu pour l'année prochaine n'est pas particulièrement excitant pour moi. Je dirais que la plupart d'entre nous partagent la même opinion. Peut-être que certains seront plus virulents que d'autres pour des raisons différentes. » Coucou Max Verstappen. Mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le V10 sera bien une meilleure solution. On a l'impression qu'ils le veulent. On se rappelle c'était Vettel qui nous avait dit Bring back Vitten. Ouais, Vitten. On a
avait Lewis Hamilton lorsque Fernando Alonso, on a beaucoup parlé dans cette émission, lorsqu'Alonso remonte dans la R25 à Abu Dhabi en 2020, ouais, tout à fait. Oui. On se rappelle Alonso. de ce regard, de ces yeux complètement révulsés de Lewis Hamilton en entendant la sonorité de ce moteur. Mais c'est vrai, les gars, d'un point de vue marketing, ça aiderait aussi la Formule 1. Après, moi, pardon, mais pour revenir sur les deux déclats, moi, je note plus quand même une inquiétude pour 2026. Ah bah oui, pour l'année prochaine, ouais. Le moteur qui arrive en 2026. Mais au Encore final, une fois, c'est 50% thermique, 50% électrique. Alors, paraît-il que cette répartition pourrait être amenée à évoluer si les motoristes en faisaient la demande. Si à terme, tu fais cette évolution, que tu arrives sur du 75-25, petit à petit, peut-être que c'est une transition naturelle qui pourrait t'amener vers un retour au 100% thermique. Le vrai problème de ça, c'est que c'est pas comme la règle des qualifications en 2016 qu'ils ont pu changer en un Grand Prix. Si jamais la réglementation elle est foirée, potentiellement sur 3-4 années. Et là, peut-être que tu perds toute ton audience. Parce que, on sait pas, ça se trouve, ils vont pas y arriver à faire ça correctement. Beaucoup de motoristes, tu sais, quand ils sortent les règlements, on rappelle qu'il y avait plein qui disent les voitures vont être, 1, dangereuses par rapport à l'aéro, et 2, on va tous abandonner pour X ou Y raison. Donc, imagine, le sport se pète la gueule par rapport à cette réglementation. Tu te retrouves peut-être en 2029 avec des V10 avec une audience à reconstruire et avec toute une com à refaire, etc. Donc oui, je partage ton avis. Le retour des V10 est arrivé sur la table autre que dans la bouche des fans après les premières critiques sur ce qu'on a vu des plans de 2026. Donc ça se voit que c'est un effet d'annonce, c'est un effet de dire ne partez pas, on tente un truc pour le futur, on veut ça pour le futur, néanmoins on a ça en stock. Vous vous rappelez quand même comment c'était la Formule 1 bien, hein. Bon, pas ça, on sait faire, c'est assez facile, c'est de l'atmo. Donc, si c'est de l'atmo, on vous met 10 cylindres, vous allez avoir un bruit qui vous plaît et on pourra continuer à vous vendre 700 balles le week-end. Vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Donc, oui, je pense que c'est une parade, c'est un plan B en fait, à mon avis. C'est un plan B si l'évolution commerciale, marketing et sportive de la Formule 1 ne coïncide pas et que ce plan B là il est facile, il est pas si cher que ça dans le sens où en fait tout constructeur sait faire un V10 qu'il y en a à mon avis en stock partout, peut-être pas chez Ford parce que V8 c'est américain, c'est V8 américain, on va peut-être sortir le Cosworth des V de l'époque, l'ancienne. mais qu'en soi voilà, c'est le plan B pour dire on saura vous rendre de l'émotion si jamais on se foire. Est-ce que c'est pas une parade, les gars, aussi, de ceux qui sont déjà en retard ou en danger dans la construction de ce nouveau moteur? C'est l'avis notamment de Toto Wolff, et c'est la dernière relance que je fais sur le sujet. Il s'est exprimé, Toto Wolff, à motorsport.com, et il dit « Je pense que ceux qui poussent pour le V10 à 9 mois de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation V6 hybride sont les gens qui ont le sentiment qu'ils ne seront peut-être pas aussi compétitifs qu'ils le souhaiteraient l'année prochaine. En 2014, les mêmes personnes qui ont critiqué la réglementation moteur parce que leurs motoristes n'étaient pas compétitifs au début. » Coucou Red Bull. Aujourd'hui, ils fabriquent leur propre moteur et je pense qu'il y a beaucoup de craintes et que cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Et c'est pourquoi soudainement, la manipulation commence et l'idée du V10 apparaît. J'aime bien, c'est qu'il nous fait le père Fouras. Ouais. Devinez de qui je parle. Vraiment. En tout cas, ils ont l'air sereins chez Mercedes pour l'année prochaine. Ça, c'est aussi une autre information qu'on peut lire entre les lignes. Dès qu'il y a une réglementation moteur, ils ont dominé 6 ans derrière. Donc ils sont plutôt bons. Est-ce que le sujet du coup qu'on a posé sur la table aujourd'hui, les gars, le V10, est un vrai sujet d'avenir pour la Formule 1 ou est-ce que c'est juste une parade de ceux qui sont déjà en retard et inquiets pour l'année prochaine? J'ai envie d'y croire, mais... J'ai envie d'y croire. Ouais. Est-ce que j'y crois? Ouais. Pas trop. Ils ont joué sur notre corde. Enfin, en fait, ils ont tapé là où ça faisait mal. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est que finalement, pour les moins de 15 ans, on connaît pas. C'est quoi un V10? C'est quoi ce moteur? Il faut aller sur YouTube, il faut aller... demande à Antonelli, demande à Isaac, demande à Spearman. Attends. Ils connaissent leur sport, ça va. Non, mais merci. Mais le fait de ne pas avoir vécu cette période fait que l'émotion, elle est totalement différente. Tu vois, quand t'as baigné dedans, c'est vrai. Quand t'as vu tes grands prix, quand t'as vu des victoires, des dépassements, quand t'as été sur site, pour ceux qui ont vu des grands prix sur site à l'époque, c'est pas pareil de regarder une vidéo sur YouTube. Non, c'est sûr, c'est pas le même effet. En attendant, dès qu'il y a un showrun quelque part, crois-moi, à chaque fois, ils prennent une voiture, ils mettent un V10 un V8 dedans, un minimum. On a été les premiers témoins de ce truc-là. Quand on est parti au Grand Prix de Toro France Rosso. la dernière fois et qu'on a entendu le V8 dans la Toro Rosso. Et d'ailleurs, ça sera le cas, j'en profite, je fais un petit laïus là-dessus. Mais ça, c'est la première fois qu'il entendait en vrai. le Grand Prix de France historique, dans 2 semaines, où vous aurez l'occasion de réécouter ces sonorités-là.
c'est quand même une autre expérience spectateur. On l'a souvent dit, c'est effrayant comme bruit. Encore une fois, ce bruit, parce que là, en fait, on parle d'un bruit et du coup, ça peut paraître un peu superficiel. Mais je sais pas. Encore une fois, peut-être que je suis né dedans aussi. Mais un match à lui 2, un match au Vélodrome, c'est pas la même. Non, mais c'est le meilleur exemple. En fait, ça les rendait gladiateurs. Je sais pas. Bien sûr. En fait, quand ils passaient, tu te disais, mais ces mecs font un truc que je ne pourrais jamais faire. C'est le bruit de la mort. Le bruit d'un V10, c'est le bruit de la mort. Les Formule 1 allaient moins vite à l'époque qu'aujourd'hui. Et pourtant, la sensation de vitesse, elle était davantage présente il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Je vais te dire une connerie. Est-ce que si on avait eu les pistonnés à 20 ans, est-ce qu'on serait... Là, je me fais une autocritique. Est-ce qu'on serait aussi critique à l'égard de certains, dans le sens où est-ce qu'on les considérerait pas tous comme... Peut-être dans le biais cognitif d'un niveau différent. Bien sûr. Peut-être. J'ai l'impression qu'on... Peut-être que c'est ce qui explique que Jarno Trulli soit chapeau 3. Il l'a ressenti. Ça restera, c'est bien vu. Touché. Non, mais c'est vrai que même quelqu'un qui quelqu'un qui n'aime pas la Formule 1, tu lui fais écouter le bruit d'un V8 ou d'un V10 autour d'un circuit. Et il y a vraiment ce truc, comme tu disais, de gladiateur, ce truc effrayant, ce truc où tu te dis, mais je serais incapable de monter dans cette voiture. Rien qu'à démarrer la voiture me ferait peur. Mais c'est ça. Mais en même temps, démarrer la voiture, c'était autre chose. Oui, aussi, c'était aussi. T'as déjà vu les showruns où il y a 12 ingénieurs autour avec l'ordi et t'entends le moteur qui fait. Comme ça, et que ça dure, il y a toute une procédure. Là maintenant, on est d'accord qu'ils arrivent à la démarrer depuis le cockpit. J'ai l'impression, je suis le pas sûr. Le start-stop avec la clé alpine là. En tout cas, voilà, c'est un débat, c'est l'amorce, on va dire, d'un débat, et je pense que ce débat va continuer. On rappelle d'ailleurs que si on se pose la question du V10, même si l'effort n'est pas complet, il y a cette volonté, pour revenir sur ce que tu disais, Hamza, à réduire un petit peu le package de ces voitures, à les rendre un petit peu plus étroites, un peu moins longues, pour avoir cette sensation d'agilité. Ça va pas assez loin pour 2026. Des dépassements à Monaco, à Suzuka. Voilà, aussi. Et cette impression de vitesse. Obligé de mettre 2 arrêts à Monaco, par exemple. Cette sensation d'agilité pour cette sensation de vitesse, comme tu disais. Oui, les voitures des années 2000, on a l'impression qu'elles vont beaucoup plus vite que celles d'aujourd'hui, alors que c'est pas vraiment. Parce qu'au final, si les temples de la Formule 1 deviennent Bahreïn, Jeddah et Las Vegas, Pardon, je veux pas mettre Jeddah et Las Vegas sur le même plan. Je suis désolé. Je te dis ça. Il y a une piste qui est devenue iconique. Il y en a une qui, je peux l'éjecter du jour au lendemain, comme j'ai éjecté Sochi par rapport au... Je te dis ça par rapport au spectacle qu'on y a là-bas. En fait, si les réglementations actuelles, alors je dis pas que c'est à cause du V10, mais je parle de la taille des monoplaces. Si les réglementations actuelles font qu'on est obligé de basculer nos circuits de légende vers autre chose, qui sont clairement pas légendaires, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Tu vois ? Donc du coup, si on essaie de respecter le sport, Suzuka doit être un temple. Monaco doit être un temple. Et si c'est un temple au final qui est laissé à l'abandon parce qu'au final l'évolution des monoplaces permet pas ça, oui, il y a quand même un problème. Ça ne dérange pas d'avoir des nouveaux temples. Bien sûr. Tu vois, moi par exemple, demain. Si t'enlèves pas les anciens. Demain, si j'ai une voiture de 2004 à Jeddah, j'ai quand même envie de voir ma course à Jeddah. Clairement. Oui, j'aurais pas envie de voir ma course à Las Vegas. Oui. Mais là, à l'heure actuelle, t'es pauvre en spectacle dans certains trucs, et du coup, Las Vegas, c'est pas si mal. Mais pas par le tracé, pas parce que t'as du spectacle, parce que t'as une ligne droite de 2 km de long, parce qu'il faut des lignes droites de 2 km de long. T'as pas le choix. Adaptons les voitures adaptons les voitures au tracé et non pas l'inverse, n'adaptons pas les tracés aux nouvelles voitures. Tout à fait. Tout à fait. On l'embrasse, notre Jean-Louis national d'ailleurs, qui nous manque beaucoup. Foudroyer le V10. Pour terminer et compléter en pied, faudra dire aussi qu'il y a un énorme lobby aujourd'hui des pétroliers. Aramco notamment se place comme le futur leader du biocarburant. Total travaille énormément là-dessus et serait peut-être pas, on va dire, contre un retour en Formule 1, ce qui est totalement impossible aujourd'hui en termes justement de greenwashing. N'exclut pas un retour en Formule 1 justement s'il y a un retour de ces biocarburants. Le souci, c'est que le biocarburant coûte très très cher. On sait que Sébastien Vettel notamment a adapté, il avait racheté la Williams de Mansell et il a adapté justement le système de biocarburant à cette auto. J'ai peur de dire une bêtise. Et j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est entre 10 et 20 euros le litre quand même de ce biocarburant. Et que le souci, c'est qu'il faut trouver aussi une économie derrière pour monsieur tout le monde. J'imagine que si tu mets un plein à 10 ou 20 euros le litre dans ton Audi, bon. Oui, d'accord, mais l'éthanol, c'est pas ces carburants-là. Je veux dire, le samplon 102 encore. Non, c'est encore un autre truc.
Le samplon 102 en compétition karting, crois-moi, il coûte 3,50€ Oui, le bien sûr. litre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Mais... Non, mais tu vois, celui qui est utilisé en WEC, par exemple, qui est fourni, je crois, par Total, c'est un truc qui est issu de la viticulture, hein, dans ce qu'ils expliquent. Hein, parce que quand tu te mets à Non, côté. mais du Saint-Émilion Quand tu passes à côté de la citerne, ça sent beaucoup plus l'essence que le rouge qui tâche. Mais voilà, c'est issu de la viticulture. Et je te dis, les prix sont plutôt élevés. Mais pour le moment, en WEC, en tout cas, c'est adapté et c'est mis en place. On verra ce que fera la Formule 1. Voilà pour ce débat, les amis. Vous commentez, vous nous dites ce que vous avez pensé de tout ça. Et nous, on continue notre petit pèlerinage de vieux cons un peu nostalgiques. Je dis nous, hein, bien évidemment, c'est pas du tout pour parler de notre invité qui va venir tout de suite. Monsieur Jean-Luc Roy, qui nous a fait l'honneur, les gars, de répondre à nos questions. Jean-Luc, je le rappelle, hein, qui est bien sûr la voix de la Formule 1 sur RMC, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le podcast Paddock RMC. Jean-Luc Roy, notre ami, qui nous a fait l'honneur justement de faire revivre un peu la mémoire de quelqu'un qui a disparu. Eddie Jordan, le fondateur de l'écurie Jordan, arrivé en Formule 1 au début des années 90, qui avait revendu au milieu des années 2000, qui a lancé de nombreuses carrières, celle de Michael Schumacher, celle de Jean Alesi notamment, relancé d'autres carrières comme celle de Damon Hill, pour ne citer que lui. Bref, il fallait qu'on rende hommage quand même à un grand monsieur de la F1 des années 90, un grand monsieur de la F1 tout court, monsieur Eddie Jordan, les souvenirs de Jean-Luc Roy, petit magnéto, et on se retrouve juste après. Jean-Luc, on va parler ensemble bien sûr d'une personnalité fantastique de la Formule 1, notamment des années 90. C'est des formules de promotion des décennies qu'on précédé. C'est monsieur Eddie Jordan qui nous a quittés il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. La première question, Jean-Luc, que j'ai envie de te poser, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler de Eddie Jordan ou même que tu l'as rencontré ? Alors oui, bien sûr. Alors pour ma part, et ça va pas nous rajeunir. Enfin moi, toi oui, mais écoute, ça devait être en 87 ou 88. À l'époque, il avait une écurie de Formule 3. Pour la 5, à l'époque, pas mal de formules, dont la Formule 3000. Donc j'avais entendu parler de lui et il avait créé cette écurie de Formule 3000 qui faisait notamment rouler Martin Donnelly et de mémoire Johnny Herbert aussi. Et puis, bien sûr, après, Jean Alesi. Et c'est évidemment comme ça, comme j'étais très proche de Jean à l'époque, qui avait remporté le championnat de France de Formule 3, quand Jean a été recruté par Eddy pour l'année 89 pour la séance de Formule 3000, bien sûr, là, j'étais proche de lui et proche d'eux. Justement, c'est quand même une histoire assez exceptionnelle, l'histoire d'Eddie Jordan, déjà une personnalité complètement très charismatique. On rappelle que c'est un banquier qui avait en fait songé déjà à rentrer dans les ordres, finalement qui avait été pilote, mais on dit que c'était un médiocre pilote de F3 à F2, mais qui avait quand même piloté, on va dire, à un certain niveau, et très vite qui a basculé pour devenir un artisan de la Formule 1 en fait, et un artisan du sport automobile en montant son écurie. Écoute, médiocre pilote, tu sais à quel point j'ai du respect pour les pilotes, toujours, tous. Parce que déjà, il faut oser. Et il y en a beaucoup qui en parlent et qui critiquent, mais déjà, il faut s'asseoir dans un baquet, il faut partir. Et en karting, il avait été loin d'être mauvais, il avait été correct. Bon, il s'est rendu compte rapidement, parce que c'est un type très intelligent, que un petit peu comme Frank Williams, ils sont très nombreux. Hein, même Bernie Ecclestone a piloté, comme tu le sais, dans ce tout début. Et ces gens-là ont eu la lucidité, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes, si tu vois ce que je veux dire, de se dire, je ne suis pas dans les meilleurs. Donc, après, il s'était cassé une jambe, je me rappelle, assez gravement, et il a fait de l'hôpital, etc. Et je crois que c'était cette occasion-là qu'il avait perdu ses cheveux, d'ailleurs, parce que moi, j'avoue qu'au début, j'ai pas du tout. Je crois que c'était une énorme frayeur, et c'est un petit peu comme ça qu'il a raccroché. Alors, je crois qu'il a piloté encore un peu derrière, mais il a raccroché le volant, et il a créé donc son écurie. Et comme Eddie, le mot qui me vient à l'esprit, d'abord, c'était un jouisseur de la vie dans tous les sens du terme, et puis c'était un type truculent, c'était un type pétillant, tu l'as dit, c'était surtout un gros malin dans tous les sens du terme. Et comme tu l'as dit aussi, il a commencé à travailler dans une banque à Dublin, en Irlande. Donc, il a apprivoisé, si tu veux, la science des chiffres et des affaires. Et comme c'était encore une fois un type brillantissime, il a tout compris très vite. Et ce sens des affaires l'a guidé dans sa vie personnelle, bien sûr, parce que, évidemment, au moment de sa disparition, le 20 mars, de mémoire, en Afrique du Sud, il était à la tête d'une très, 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 très belle fortune. Donc, sa famille est à l'abri, et tant mieux. Et c'est quelqu'un qui a toujours, en parallèle de ses activités de sport automobile, monté des affaires et suivi des affaires. Est-ce que Jean-Luc, justement, avec la disparition d'Eddie Jordan, il n'y a pas une certaine idée de la Formule 1 qui disparaît aussi, c'est-à-dire celle des... Même si, comme tu l'as dit, il a réussi à faire des affaires, il est devenu multimillionnaire, la Formule 1, on va dire, des petits artisans.
Je suis obligé de te répondre oui, et malheureusement avec tristesse, mon Manu, parce que tu sais, bon, ça fait toujours vieux con, hein, comme ça, voilà, tous ceux qui le pensent, je les mets à l'aise, mais parce qu'on a connu une autre époque, tout simplement, qui était différente. Je ne vais pas dire, je ne vais pas tresser des couronnes de laurier, ça n'est pas vrai. D'abord, elle était très dangereuse, parce qu'il y avait beaucoup de pilotes qui se faisaient mal ou qui disparaissaient, donc fort heureusement, je touche du bois, ça n'est plus trop le cas aujourd'hui, ou en tout cas depuis un moment. Et puis, il y avait, disons, tout était plus ouvert et c'est normal. Et je crois que nos parents disaient la même chose, évidemment, de l'époque qu'ils ont vécue. Donc le sport automobile était totalement différent. Et tu as raison, cette époque des artisans britanniques au sens large, puisque lui était irlandais, il faut bien le rappeler, donc des îles britanniques, on va dire au sens le plus large. Et j'espère que l'Irlande fait bien partie des îles britanniques. D'ailleurs, Barbara Trent, je crois que oui. Donc, si tu veux, elle a disparu. C'est l'époque, ben oui, des artisans, et il y en a eu des paquets. Et puis, il avait du pif, hein, notamment quand il a créé son équipe et qu'il est monté en F1. Bon, déjà, rappelons quand même le titre de Formule 3000 avec Jean Alesi. Magnifique, 3 victoires aux couleurs de Camel. Ça y est, je l'ai dit. J'ai payé $20 000 d'amende. C'est pas grave, je m'en fous. C'est toi qui les paieras, mon Manu. En plus. Et donc, aux couleurs de Camel, parce qu'il y avait un problème, il y avait un autre pilote qui était lié à Marlboro à l'époque. Enfin, bon, voilà. Puisqu'à l'époque, bah, les grands financiers de la Formule 1, c'était les compagnies de cigarettes. Maintenant, c'est les boissons énergétiques. Je suis pas sûr que ce soit moins dangereux que les clopes, mais bon, c'est mon avis. Je te reconnais bien là, Jean-Luc, et c'est pour Mais ça, oui. c'est pour ça qu'on apprécie toujours parler de Formule 1, bien sûr, avec toi. Tu disais, il avait du pif. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a lancé quand même pas mal de pilotes. Tu as parlé de Jean Alesi en F3000. C'est lui aussi qui avait eu Ayrton Senna à son arrivée en Europe en F3 britannique. Les frères Schumacher aussi. C'est vrai qu'il avait l'œil. Ah ben oui, complètement. Donc, ben là, la liste de ces découvertes, entre guillemets, est effectivement très longue. Tu as raison. De rappeler, évidemment, Ayrton Senna, pour moi, le plus grand, tu le sais bien, le plus grand de tous, toujours. Parce que, bon, là, j'avoue qu'il est placé sur un hôtel, sur un mythe, mais on va d'abord parler d'Eddie. Mais effectivement, il y a Martin Brundle qui a roulé pour lui. Alors, pareil, Brundle n'a pas eu la réussite en Formule 1, notamment, mais c'était un très bon. On rappelle qu'il se battait avec Ayrton pour le titre de Formule 3 en Grande-Bretagne, hein, et ça a été très serré jusqu'au bout. Donc, effectivement, il avait le talent de déceler justement le talent des pilotes montants. J'ai cité tout à l'heure Martin Donnelly, qui a été un excellent pilote de F1, qui là aussi après s'était fracassé à RS, tu t'en rappelles certainement aux essais. Ayrton s'était précisément rendu sur place pour voir dans quel état il était, c'était pas très beau. Mais bon, Johnny Herbert aussi, enfin, il y a eu plein de gens comme ça, Jean Alesi, et ces gens ne le cachent pas, c'est grâce à lui, d'ailleurs il a dit, Jean, avec beaucoup d'émotion, il a dit, j'ai perdu comme un deuxième père. Et on sait l'affection qu'il avait pour son père, parce que Eddie, intéressé ou pas, en général il était intéressé, je l'ai dit, c'est un businessman, mais il était toujours derrière. Et l'accession et l'accès de Jean lors du fameux Grand Prix de France 90, attends, je dis une connerie, c'était 80 avec la Tyrrell, Ouais, avec ouais, la ouais. Tyrrell. Ouais, c'était 89 peut-être, 90. je sais plus, j'ai un doute. Ou 89, oui, mais Mm. alors là, c'est vraiment de mémoire. Oui, 89, où il est deuxième à un moment, il termine quatrième, et tu as raison, ça doit être 89, l'année de la Formule 3000, et donc il était vert, Jean, parce que Martin Donnelly venait de signer un deal avec Arrows ou un truc comme ça. Donc il appelle Eddie en lui disant mais c'est pas normal, c'est moi qui suis en tête du championnat, c'est moi. Et Eddie il avait son truc derrière et il savait qu'il avait l'option ouverte pour rouler avec Ken Tyrrell, encore un autre grand artisan britannique, le marchand de bois comme on l'appelait, parce que lui au départ il avait une scierie tout simplement et il vendait du bois. Justement, tu parlais de toute cette histoire un petit peu de Jordan. On rappelle pour ceux qui nous écoutent que Jordan est arrivé en Formule en 1991. Justement, la F1 des années 90, pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent qui ne l'auraient pas connu, Jean-Luc, c'était une sacrée décennie. C'était une sacrée décennie autour de la démesure, avec le choc bien sûr de 94. Mais c'était comment le paddock dans les années 90? C'était quoi l'ambiance de cette Formule 1? Oh, bah là, écoute, j'espère qu'on a 2 heures, Manu. Non, mais c'était génial. Déjà, si tu veux, il y avait une énorme différence par rapport à aujourd'hui. Tu le sais bien, quand tu es accrédité, c'est qu'on voyait les pilotes et on voyait les voitures. C'est quand même formidable. Aujourd'hui, malheureusement, je casse un mythe, mais tout le monde le sait. À part ceux qui se baladent dans les stands avec un micro et une caméra, personne ne voit plus jamais les voitures. Elles sont gardées. Tu peux pas rentrer dans les stands. À l'époque, nous pouvions. Tu étais accrédité F1, tu rentrais dans les stands, tu discutais avec les ingénieurs, tu discutais avec le pilote quand il descendait. Alors, faut pas toujours, pareil, idéaliser, mais c'était possible. Tout ça était possible. Tu voyais les pilotes
facilement dans leur motorhome ou à la sortie des motorhomes. Enfin, c'était pas ce que c'est devenu. Et le tournant, tu vois, tu parlais du début des années 90 et tu as bien raison. Pour moi, le tournant, et pas que pour moi, c'est la deuxième partie des années 90, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et moi, j'étais très proche de Jacques Villeneuve également à l'époque, de Jean Alési, je l'ai dit aussi. Et quand j'ai commencé à plus pouvoir les voir, à plus pouvoir leur parler, et qu'eux-mêmes m'ont dit « Ah ben moi, je sais pas, j'ai pas mon emploi du temps, parle-en avec mon PR, parle-en avec mon attaché de presse », j'ai dit là les gars, on est mal barrés, hein, parce que c'était pas, et je cherchais pas à les emmerder, je faisais mon métier où c'était. Donc là j'ai dit là on prend un tournant et un vilain tournant, et je sais que ça n'est pas que la F1, moi je le déplore, on en parle pour la F1, mais dans tous les sports c'est pareil. Voilà, aussi c'était le début, la F1 du début des années 90, c'est avec le recul et même des années 80, c'était une merveille. Voilà, je peux pas te dire mieux. Eh ben, écoute, c'est parfaitement résumé. En tout cas, on a parfaitement l'image. Jean-Luc, pour finir un petit peu sur Jordan, on se rappelle que Jordan, dans son image, dans sa communication, je parle de Eddie, mais je parle bien sûr de l'écurie plus largement, c'était aussi un petit peu l'excentricité. On se rappelle dans les livrets, ses têtes de vipère, ses têtes d'abeilles, ses couleurs criardes. Il y avait aussi bien sûr tous les à côté. On se rappelle des belles nanas autour des voitures, un petit peu, là encore une fois, un peu excentriques. Les concerts à Silverstone de rock'n'roll. Ça paraît complètement fou ce truc. Bah oui, et le personnage en lui-même, on l'a dit, était atypique, était fantasque, était drôle, était très drôle, parce qu'il cherchait toujours une connerie à faire à ses pilotes, à ses ingénieurs. Il avait l'œil pétillant, tu vois ce que je veux dire, l'œil allumé. Donc dès qu'il y avait une occasion ou de sortir une vanne ou de faire une connerie, il la faisait. Donc c'était vraiment rigolo. C'était pas toujours du meilleur goût, comme tout le monde, hein, il y a du déchet, on le sait bien, mais bon, en tout cas, c'était vachement réjouissant, c'était vachement sympathique. Et puis comme il jouait, il aimait la musique, il jouait, et il avait quand même des sacrés potes à l'époque qui étaient un tout petit peu connus, donc il faisait des buffs, il faisait des trucs, et c'était super sympa. Ah oui, non, mais c'était, effectivement, l'écurie était atypique, on va dire, un peu à la manière de Benetton, pour être clair, avec Briatore, mais je dirais qu'il y avait un côté plus spontané avec Eddie, qui avait pas trop, Flavio déjà, la combinaison, vous savez ce que je fais, alors que Jordan, c'était naturel. Pour moi, Benetton, c'était plus affecté, avec la musique très forte dans les stands et tout. Bon, on jouait, comme tu dis, de cette carte-là, alors qu'Eddie, il était comme ça, donc évidemment, son écurie, qui n'a jamais été une grande écurie, enfin, il a quand même eu 4 victoires en Grand Prix, il faut quand même le rappeler. Ouais. La première avec Damon Hill 98 de mémoire. Donc, c'est quand même pas, là aussi, bien sûr que c'est pas McLaren, ou c'est pas Ferrari, ou c'est pas Williams, mais c'est une écurie qui a existé une quinzaine d'années sous son nom. Je crois qu'il a revendu en 2005 ou 2006. Ouais, bon, ouais. Donc, non, c'est une écurie qui a compté, en tout cas qui mettait de l'originalité, de la passion, du plaisir en Formule 1. C'est peut-être parfois ce qui manque aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire aussi. C'est vrai, t'as raison. Alors, on arrive à en trouver, on va pas jouer les blasés, mais on aimerait que ça pétille beaucoup plus. Voilà. Ouais, clairement. Et là où tu as raison en plus, c'est que c'est vrai que tu parlais de la victoire à Spa, que sa première victoire, c'est un scénario qui est complètement fou pour une des plus belles courses, on va dire, de ces 30 dernières années. Il y avait Brésil 2003 aussi avec Fisichella. Tu as l'impression qu'en fait, quelque part, toute l'image qu'il se donnait s'est retranscrite aussi dans les grandes lignes, en tout cas, qu'il a pu écrire. Et il y a une chose, c'est la dernière question d'ailleurs que j'aurais à te poser. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que quand tu regardes le parcours, l'âge d'or de Jordan, en 99, je crois que c'est leur meilleure saison avec Frenzen et un Damon Hill un petit peu vieillissant malheureusement, mais ils sont pas loin de pouvoir jouer le titre. Et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de moyens. Il va y avoir le retour sur tous les constructeurs et entre guillemets, leur argent, ils vont mal le dépenser. C'est-à-dire que déjà, leurs meilleurs ingénieurs vont partir chez les plus grands constructeurs. Ils vont pas forcément réorganiser leur usine, investir, etc. Et quelque part, c'est là où on revient en fait à ce dont tu parlais tout à l'heure, cette fameuse fracture entre les petits artisans et les grands constructeurs, et le moment où tous ces petits artisans ont disparu, quoi. Absolument. C'est l'évolution logique des choses. Hein. Les petites équipes ont été... Comme c'était un malin, Eddie, je pense qu'il a bien revendu son écurie malgré tout. Alors après qu'il y a eu plein de noms, Spiker, Footwork, je ne sais plus, on a perdu la trace comme Minardi qui est passé par tout un tas d'appellations. Bon, le principal, c'est que l'écurie survive, de toute façon, et par parenthèse, là aussi, je suis quand même ravi qu'il y en ait une 11e qui apparaisse, et j'espère demain une 12e, parce que ce qui manque à la Formule 1 également, c'est de la place, et on le voit bien pour les jeunes pilotes, parce que surtout quand on en a aujourd'hui, et tant mieux, qui dépassent les 40 ans et qui sont toujours là, et ils seront peut-être là à 50, comme l'a dit Alonso, bah oui, évidemment. Donc il faut de la place pour les jeunes, et c'est des baquets de derrière, entre guillemets. Donc il y a 6 baquets à créer,
Et là, on aura un appel d'air avec des jeunes issus de la Formule 2, de la Formule 3 qui pourront arriver, des Antonelli, etc. Et des Burnham. Merci à Jean-Luc Roy d'avoir pris le temps, notre ami, la voix de la Formule 1 sur RMC, qui eh bien, est venu honorer la mémoire d'Eddie Jordan. C'était important pour nous, les gars, voilà, de faire un petit peu de culture F1 autour de la disparition d'un personnage que les nouveaux aficionados et fanatiques de la discipline n'ont peut-être pas connu, mais qui représentait, vous l'avez compris avec les propos de Jean-Luc, eh bien, un esprit de la Formule 1 des années 90, un esprit qui parfois nous manque un petit peu, mais les époques changent, il faut vivre avec son époque. Mais en tout cas, c'était un témoin privilégié de tout ça. Merci beaucoup, les gars. Merci Brice, merci Hamza. Rendez-vous dès ce week-end. Ça enchaîne. Jeddah. Je sais que vous êtes hypés par cette. Moi, j'ai hâte. par ce circuit. Jeddah, c'est toujours, ça va être régalade. Ouais. toujours un plaisir. Avec les rookies en plus, ça va être bien. Et on va voir si la hiérarchie est bousculée. Mine de rien, à l'issue de ce triple header, on pourra commencer à tirer certains bilans. Si on est un peu frileux et qu'on n'a pas fait certains débats, c'est parce qu'on attend d'avoir un petit peu des billes aussi. Ouais, mais Jeddah rookie qu'on roulait en F2 C'est vrai. Plusieurs années de suite. Donc peut-être qu'on va avoir les rookies avec le talent qu'on voit à l'heure actuelle. Poser le tout sur la table et je pense que ça va être bien. Vraiment, ça va être bien. Vu l'audace qu'ils ont montré en tout cas du côté de Bahreïn, en effet, on a hâte de les voir sur ce tracé. Antonelli qui va poser des dive bombs au virage 36 000, là, c'est le dernier, là, il y en a tellement. Ah, j'ai 24. hâte. 24 J'en sais rien. Je crois 27, il me semble. Ah ouais, Je suis pas sûr. Mais... Après, il y a des demi-virages, hein. On connaît l'histoire. Bah, en tout cas, Max Verstappen a prouvé en séance de qualification en 2021 qu'il y en a, c'était pas des virages. Oui, c'est pas un virage. Voilà les amis, en tout cas pour ce rendez-vous, je vous rappelle qu'on se retrouve aussi sur Pole Position le week-end prochain. Et puis derrière, lundi, mercredi, on a rendez-vous avec vous pour revenir sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. N'oubliez pas, il y a d'autres émissions disponibles sur FT Sport, du rugby, du cyclisme, pour ne citer que les sports bien sûr majeurs, du football aussi, on est en pleine période de Ligue des Champions. Bref, vous êtes gâtés, alors abonnez-vous. Et puis je vous rappelle que cette émission est aussi disponible en podcast. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur la route, je le sais, on vous lit aussi en commentaire. Donc c'est mieux de nous écouter plutôt que de nous regarder. Ça peut éviter certains accidents, en tout cas. Sur la route, oui. Sur la route, c'est toujours mieux. Bonne journée les amis, à très très vite. Et bon Grand Prix d'Arabie Saoudite.